En passant du terrain militaire au champ économique et en s'étendant de la production des biens matériels à la gestion des services, des désirs, des affects et des cœurs, la stratégie serait-elle devenue une science de l'amour? Cette révolution, entre guillemets, doit-elle nous réjouir ou nous inquiéter? Yves Citon, bonjour. Bonjour. La révolution orange, c'est ça? C'est des ouvrages que vous avez devant vous là. Voilà, moi je me promène dans un aéroport et je vois un livre qui s'appelle The Orange Revolution et je trouve ça rigolo, j'aime bien la révolution, j'aime bien la couleur orange et je m'aperçois qu'il y a deux personnes, Adrian Gostick et Chester Elton, qui ont publié toute une série de livres dont le premier s'appelait le principe de la carotte, The Carrot Principle, dont le sous-titre était comment les meilleurs managers peuvent utiliser la reconnaissance, la recognition, pour engager pour rendre actifs leurs employés, garder les talents et accélérer la performance. Et en fait, ce livre, ce qu'il nous explique, c'est que c'est en disant merci, en donnant des petites récompenses symboliques, pas matérielles, à leurs employés, en disant qu'ils font vraiment du bon boulot, en leur donnant du temps pour qu'ils puissent parler de leur famille, du souci avec leur grand-maman, etc., qu'on crée une atmosphère, alors d'amour c'est un grand mot, mais en tout cas de sympathie, d'affect partagé, de compassion, d'affect collectif qui donnent la meilleure condition pour que les ouvriers soient aussi productifs que possible. Et donc, dans le principe de la carotte, il y a à la fois de dire il vaut mieux la carotte que le bâton. Donc, à l'époque de l'esclavage, on fouettait les gens, aujourd'hui on leur donne des carottes. À l'époque du Fordisme, les carottes, c'était de l'argent. On vous paye plus, comme ça vous pouvez acheter les voitures Ford, et puis comme ça on pourra vendre des voitures Ford. Et là, on serait dans une période où il faudrait d'autres types de carottes qui fonctionnent à la reconnaissance, des carottes symboliques, des carottes justement affectives, finalement des carottes, des messages d'amour. D'accord, alors des carottes, je ne l'ai pas dit, c'est l'entrée numéro 57 de l'encyclopédie de la stratégie qui s'appelle Management des cœurs. Évidemment, ces ouvrages sont des ouvrages que vous prenez à témoin, sont des symptômes de transformation que vous jugez majeurs. Et là, vous allez nous faire visiter Spinoza, Frédéric Lordon, enfin voilà, on se promène avec vous et vous parlez de conatus et de ce management du conatus. Non, ça ne se dit pas management du conatus. Non, Ah, pourquoi pas, si, une stratégie. C'est Laurent Bauve, que je cite beaucoup, qui est un des grands spinozistes contemporains, qui parle de la stratégie du conatus, justement, et je le cite pas mal. Peut-être c'est intéressant de resituer le conatus dans le contexte d'un livre qui s'appelait The Managed Heart, le cœur managé, d'une chercheuse qui s'appelle Arlie Hochschild, qui avait étudié les hôtesses de l'air, ça date déjà de 20 ou 30 ans, et qui s'était demandé qu'est-ce qu'on fait pour former, pour manager des hôtesses de l'air. Une hôtesse de l'air qui travaille bien, il faut que ce soit une hôtesse de l'air qui sourit. Si une hôtesse de l'air fait la gueule, le voyageur ne sera pas content. Comment faire que les gens sourient? La meilleure façon, c'est qu'ils soient plus ou moins heureux. Si on souffre, si on est angoissé, si on est dans la misère et si on a conscience en exploitation, on ne va pas vraiment sourire. Donc, créer une atmosphère dans laquelle les hôtesses de l'air soient effectivement à l'écoute, aient envie de satisfaire les voyageurs, qu'elles soient épanouies, c'est la meilleure façon de faire qu'elles fassent bien leur travail. D'où une sorte de perspective pour le capitalisme qui serait de dire on extorque un maximum de profit en faisant en sorte que nos ouvriers soient aussi épanouis que possible. Et on voit bien la tension, la contradiction qu'il peut y avoir, parce que ça reste une forme d'exploitation. On veut d'abord tirer du profit à donner aux actionnaires plutôt que faire des coopératives. On pourrait faire des coopératives, mais ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de manager, de faire du management pour des finalités qui sont celles du capitalisme, et pourtant en faisant que ceux qui coopèrent, qui collaborent, qui travaillent ensemble, soient épanouis. D'où la question peut-être du conatus. Qu'est-ce que c'est que le conatus chez Spinoza? C'est une sorte de tendance, de pulsion, d'instinct qui nous pousse tous à vouloir être heureux, à vouloir survivre, à vouloir augmenter notre puissance, après on peut voir. Et donc l'idée de la stratégie du conatus, c'est de dire qu'à la fois on parle de stratégie, parce que ces conatus, ils ne sont pas a priori alignés, ils sont souvent en compétition les uns les autres, c'est ça l'idée du marché aussi, et pourtant, lorsqu'on arrive à les rendre compatibles et à trouver des principes d'alignement, c'est cet alignement des conatus qui donne une puissance collective impossible à avoir à travers les conflits. Ce que vous nous rappelez parfaitement, c'est qu'on avait une vision du travail qui était au fond une vision extrêmement négative sur le travail. On a cherché de manière calculatoire à réconcilier les intérêts pour qu'il y ait un alignement. Vous réévoquez la notion d'alignement entre les intérêts des salariés et ceux du collectif et ceux de l'entreprise, notamment au profit des actionnaires.
évidemment. Et là, ce que vous nous évoquez, c'est qu'on est vraiment beaucoup plus loin. C'est-à-dire vous évoquez même la manière dont la notion de résistance devient un enjeu majeur. C'est-à-dire que ça devient positif de résister. Voilà. Ça, de nouveau, je reprends ça de Laurent Bauve à partir de Spinoza. Le sous-titre de son livre Stratégie du conatus, c'est affirmation et résistance chez Spinoza. Et d'habitude, on se dit une affirmation c'est positif et une résistance c'est négatif. Voilà. Puis on a des dialectiques, etc. Et là, ce que montre très bien Laurent Bauve à partir de la philosophie de Spinoza, c'est que les deux vont ensemble. Quand on résiste négativement à quelque chose, c'est qu'on a l'espoir de quelque chose d'autre qui serait mieux et qui serait possible. Et qu'il suffit de changer un tout petit peu le contexte pour qu'on puisse affirmer cet espoir au lieu d'exercer cette résistance. Et on voit bien lorsqu'on lit le principe de la carotte ou la révolution orange que c'est justement tout l'enjeu de ça, de transformer des rapports qui sont des rapports conflictuels, des rapports d'opposition, en rapports qui aient l'air d'être, qui soient perçus comme affectivement, qui soient perçus comme des rapports de collaboration, des rapports, de nouveau, à l'horizon, qui ne soient pas de la guerre, stratégie, mais qui soient de l'amour, du cœur. Absolument. Alors, une des très grandes originalités de votre entrée, c'est justement de dépasser une vision critique. On sent bien le regard critique, en tout cas émancipateur derrière vos propos, mais vous proposez de dire c'est plus suffisant d'être dans un registre critique. On est face à quelque chose de neuf. Oui, alors on est face à quelque chose de neuf qui en même temps est toujours neuf, est toujours déjà ancien et je dirais est toujours fragile. Oui. À savoir, c'est un vieux principe du libéralisme, de dire, pas forcément néolibéralisme, mais de la vieille tradition libérale, de dire on peut imaginer quelque chose qui ne mette pas les intérêts en conflit, mais qui les fasse aller ensemble. Et la fabrique d'épingles de Smith, c'est un petit peu ça, de dire personne ne perd. Ouais. Tout le monde gagne en produisant plus de choses et en faisant qu'elles soient plus disponibles. Donc cette espèce de convergence des intérêts qu'on peut trouver très précisément dans quelques propositions de l'éthique de Spinoza que je ne vais pas noter ici, mais on voit bien à quel point c'est au cœur de l'éthique de Spinoza. Ça travaille toute la tradition libérale de l'économie politique et ça revient à chaque moment de crise ou à chaque moment justement de conflit, où à la fois on sent qu'il y a une logique qui est quand même une logique d'exploitation, il s'agit d'une logique de compétition. Donc parler de stratégie, c'est central. Et en même temps, cette espèce de conscience vague, alors qu'on peut appeler une conscience du commun, qu'on peut appeler une conscience des besoins, des nécessités fonctionnelles de la collaboration, qu'on peut appeler comme on veut, mais qui font que les affects de l'autre, plus ils seront négatifs, plus ça sera difficile de bien collaborer, de collaborer même efficacement. Et donc, moi, je ne sais pas si je dirais que l'un est amené à triompher sur l'autre, il me semble que c'est un conflit permanent entre une conception qui est simplement le capitalisme poussé vers l'exploitation, et là on le voit avec des violences inouïes, hein, si on regarde les mines où sont produits nos téléphones portables, les matériaux qu'on utilise aujourd'hui dans des choses très sophistiquées, souvent c'est produit avec des conditions qui sont plus ou moins esclavagistes, et ça existe toujours. Et en même temps, il y a certaines professions, je parlais des hôtesses de l'air, mais on pourrait parler des profs d'université, on pourrait parler de plein d'autres professions où on est ce que Frédéric Lordon, autre grand spinoziste, appelle des joyeux automobiles. Qu'est-ce que c'est que des joyeux automobiles? C'est des gens qui bougent tout seuls, il n'y a pas besoin de fouet. Hein. On s'est aperçu avec l'esclavage que c'était pas bon, c'est pas efficace d'avoir. Il faut d'abord payer quelqu'un qui fouette, ensuite les gens qui sont fouettés, sitôt qu'ils peuvent arrêter de bosser, ils bossent pas. L'usine, même chose. L'usine, si plus les ouvriers se sentent maltraités, abusés, exploités, moins bien ils travaillent. Donc, une des finalités du management, c'est de produire des joyeux automobiles, des gens qui bougent tout seuls et qui sont contents de bouger tout seuls, qui ont de la joie dans ce qu'on fait, ce qui est mon cas. Moi, quand je vais à l'université, que j'enseigne, quand j'écris, je suis joyeux de faire ce que je veux. Et il me semble que dans les gens qui parlent de capitalisme cognitif, de capitalisme affectif, etc., il y a cet horizon-là, de se dire, plus on s'éloigne de la culture de la Terre, plus on travaille sur des humains, parce que c'est ça la grande transformation des 300 dernières années, c'est que la plupart d'entre nous travaillons sur des humains plutôt que sur des cailloux ou de la terre. Et ben en travaillant sur des humains, on est de plus en plus confronté à l'importance des affects, positifs, etc. Et donc on pourrait dire qu'il y a une sorte d'horizon qui nous pousse à la conciliation, à reconnaître que c'est les affects positifs de l'autre qui font ma propre richesse. Et en même temps, quand on regarde le monde, on s'aperçoit qu'il y a toujours des conditions d'exploitation, que sitôt qu'un régime actionnarial peut extorquer de la plus-value, y compris avec la violence, eh ben, qu'il ne se prive pas de le faire, et donc il faut résister. Pour résumer le propos, vous citez à maintes reprises le « yes we can ».
d'Obama. C'est ça le message cœur, c'est une formule à la fois performative, géniale. Vous dites être citoyen, c'est résister, c'est-à-dire c'est toujours être aux frontières des institutions telles qu'elles sont à un certain moment. Yes, we can, c'est on peut aller, on peut le faire. Voilà, et c'est toute l'ambivalence de ce que j'appelle à la fin la stratégie performantielle ou performative. Je joue entre le performatif et la performance. C'est quoi? C'est de dire croire à quelque chose et dire qu'on fait quelque chose, ça a des effets. Même se dire à soi-même. Donc quelqu'un qui dit yes we can et toute une foule qui dit yes we can, et ben à un certain moment il croit qu'il peut le faire quelque chose. Et cette croyance a des effets. Cette croyance, elle a une certaine réalité. Ça pousse les gens à faire des choses, ça peut les pousser à se déplacer dans une autre rue, à mettre le feu à un palais d'hiver ou je ne sais quoi. Donc ça existe. En même temps, on en voit bien la fragilité. Il ne suffit pas de dire yes we can pour faire quelque chose. On a bien vu, on le voit bien avec Obama, qui voulait changer beaucoup de choses, qui a dit yes we can pour embrigader des gens dans sa volonté de changement et qui en fait a changé très peu de choses. En même temps, moi je préfère Obama à Bush. Donc il n'a pas fait la révolution, ni Orange, ni quoi que ce soit d'autre. N'empêche il aurait pu faire mieux, mais il a déjà fait moins de dégâts que d'autres. Et donc c'est toute l'ambivalence et du capitalisme et de ce discours du principe de la carotte symbolique, de la révolution Orange, de Yes Weekend, du performatif. Il me semble qu'il faut en mesurer l'ambivalence plutôt que de le condamner a priori en disant c'est un piège à con. Je dis un piège à conatus, hein, parce que voilà, on dit ça, puis en fait la réalité c'est l'exploitation et c'est la violence. Oui, il y a de la violence et il y a de l'exploitation, et en même temps il y a des marges de performance, et investir ces marges de performance, c'est souvent les meilleures choses qu'on puisse faire. Vous concluez en disant que ceci pourrait bien frayer la voie étroite d'un certain réalisme révolutionnaire. Oui, là je joue avec révolution parce que c'est révolution orange, donc chaque fois que la révolution est dans l'article, il faut la mettre entre pas mal de guillemets avec pas mal d'ironie. Mais oui, moi j'ai pas envie de simplement condamner ceci en disant c'est un truc de plus pour nous exploiter. Oui, c'est un truc de plus pour nous exploiter, mais c'est un symptôme de transformation que nous pouvons exploiter en retour. Confidence pour confidence, en préparant cet entretien, je vous ai dit, je vais l'introduire par une rime du rappeur Booba. Ça sera la conclusion. Voilà, mes rimes te touchent au cœur en plein sternum. Ça vous évoque quoi, cette formule? Je vous ai raconté l'anecdote d'un sujet d'examen des étudiants. C'est de toucher les cœurs. Hein, toucher les cœurs, ça a toujours été important. Hein, la rhétorique classique, c'est aussi de toucher les cœurs par la parole. Ça reste important aujourd'hui, et de nouveau peut-être d'autant plus que nous sommes de plus en plus proches par nos modes de collaboration. Donc entre soupe à la carotte qui a un fort goût de tyrannie et simultanément une voie étroite d'un certain réalisme révolutionnaire, le management des cœurs, Yves Citon, Encyclopédie de la stratégie. Merci de votre venue. Merci à vous.